Guillaume Larrivé, bonjour. Bonjour. Député LR de Lyon, en effet, mais aussi juriste, passé par le Conseil d'État, c'est important. Vous signez aux éditions de l'Observatoire La Révolution inachevée. Promenade dans la démocratie française, ses vicissitudes, sa menace aujourd'hui, elle est en péril selon vous. Ouvrage passionnant, je le dis, et pour tous ceux qui aiment l'histoire et la culture, qu'ils se précipitent dessus. On va en parler, mais d'abord, Valérie Pécresse, qui gagne 11 points dans son premier sondage, le sondage Elab, et qui bat Macron au second tour. Bon, trop beau pour être vrai, ou promesse de victoire ? On est à 123 jours du premier tour de l'élection présidentielle, je compte les jours. Je pense que tout est ouvert. Il faut se garder évidemment du péché d'arrogance. On ne peut pas dire quand les sondages sont mauvais, ça ne veut rien dire. Quand les sondages sont bons, dire alléluia. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a une perspective. Valérie Pécresse est au cœur de la droite française, une droite moderne, raisonnable, sérieuse, une droite de gouvernement. Je pense qu'elle a la capacité à rassembler, à fédérer une majorité de Français raisonnables qui n'ont pas envie du statu quo, mais qui n'ont pas envie non plus de tomber dans les outrances lepénistes ou zémouriennes. Alors, notamment, pour accomplir cet exploit, tout de même, il lui faut la présence d'Éric Zemmour. C'est parce qu'Éric Zemmour fait baisser Marine Le Pen que l'extrême droite se cannibalise que le second tour vous est ouvert. Conclusion, les Républicains vont aider Éric Zemmour à être candidat en lui donnant les 500 signatures. Vos élus locaux dans Lyon, ruraux, ils vont signer pour Zemmour à votre demande. Je pense pas du tout, vraiment, qu'il faille entrer dans des calculs cyniques de cette nature. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le paysage politique est fractionné à mesure des fractures françaises. Le fait que le bloc d'extrême droite soit divisé entre Madame Le Pen et Éric Zemmour est évidemment un fait politique nouveau qui rebat les cartes du premier tour et qui abaisse d'ailleurs le seuil de qualification au second tour. Ça, on le voit dans l'analyse. Mais ce serait évidemment une erreur que de se livrer à des petits jeux cyniques, les parrainages, tout ça. Les maires sont libres de parrainer qui ils veulent et on va pas du tout mettre la main dans ce pot nauséeux, si j'ose dire. On va pas se mêler de ça. Page 40 de votre ouvrage, vous dites « La tenaille se resserre, vous craignez deux extrémistes au second tour de la présidentielle ». Ce pessimisme-là, il s'éloigne maintenant dans votre esprit ? Ça reste une possibilité à mesure du fractionnement du paysage politique. Voilà. Dès lors que le seuil de qualification au second tour on peut avoir Zemmour-Le Pen. A baissé, je ne veux pas faire des prédictions, mais je vois aussi que le bloc des gauches existe. Ils sont extrêmement fracturés, c'est certain, mais enfin tout ça existe. Et il faut tout faire pour que cette sélection des deux finalistes de la présidentielle ne soit pas aléatoire, mais qu'elle propose un vrai chemin pour la France. Et c'est pour ça que je suis 100% engagé dans la campagne de Valérie Pécresse. Et nous allons faire une campagne, vous allez voir, une campagne positive. J'ai presque envie de dire une campagne joyeuse. En disant ça, on va regarder les réalités françaises, et les réalités sont souvent très dures, dans le domaine de la sécurité, comme dans le domaine économique. On a d'immenses défis à relever, mais on va essayer de faire une campagne positive. Il s'agit de tracer un chemin d'avenir. On va pas faire une campagne anti-Macron, on va faire une campagne pour la France. Il ne s'agit pas d'être anti-Macron, mais d'être après Macron, de tracer un chemin positif. Emmanuel Macron, en déplacement en province hier, déclare que les Français sont fatigués et il souhaite que le débat présidentiel prenne de la hauteur. Vous partagez ce diagnostic sur la fatigue du pays ? Il y a probablement une lassitude, une exaspération, une tentation parfois du chamboule-tout extrémiste, mais le conseil que le président de la République semble donner, il doit l'appliquer aussi, je crois, à sa majorité. Moi, je suis très frappé depuis 72 heures de l'extrême fébrilité, des membres du gouvernement. Ça se voyait encore hier à l'Assemblée nationale. Enfin voilà, il faut que tout le monde prenne un petit peu de hauteur, en effet, et parle des sujets de fond. Ne tombons pas dans cette espèce de climat ultra polémique. Dans le bouquin, j'écris à un moment qu'on est presque passé du temps des engagés au temps des enragés. Oui. Et ça, il ne faut pas que ce soit notre cas à nous. On doit tracer un chemin pour la France et être à la hauteur de ce rendez-vous avec l'histoire que nous avons. Les Français ont rendez-vous avec eux-mêmes au moment de l'élection présidentielle. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Un mot de géopolitique avant de revenir à la France, parce que c'est l'actualité. Les États-Unis décrètent le boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin jeudi vert. Ils n'en verront aucun officiel. Page 28, vous dites que devant nous, il y a la domination de la Chine comme défi, comme péril. Que faut-il faire pour contrer cette domination ? Boycotter, nous aussi ? Je ne suis pas absolument certain qu'il faille boycotter les Jeux Olympiques. Non, le vrai enjeu de fond, c'est l'enjeu de puissance. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la possibilité pour la France de retrouver une capacité de puissance en coopérant avec d'autres nations européennes. La France par l'Europe, et face à la Chine.
pas par l'Europe, mais enfin en tout cas avec les nations européennes. C'est parce que nous sommes patriotes que nous devons être européens de manière très concrète pour desserrer en effet cet étau, une sorte de nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, qu'on voit notamment dans le domaine économique, beaucoup dans le domaine numérique. Il est absolument vital qu'on se réaffirme comme puissance. Les deux enjeux de fond pour moi d'ailleurs sur cette présidentielle, c'est d'une part la paix civile, la sauvegarde de la paix civile, et d'autre part la capacité à être une puissance. Et en facteur commun, c'est ce que j'appelle la réconciliation de la France avec elle-même, avec son histoire, avec son destin de puissance, et la réconciliation des Français entre eux. Et avec sa souveraineté. Vous semblez néanmoins douter, page 31, de la reprise économique actuelle, comme si la France s'enfonçait plus qu'elle ne rebondit. Qu'est-ce qui vous le prouve ? Je suis prudent. L'injection massive de liquidités, le quantitative easing de la Banque centrale. Et le quoi qu'il en coûte français. Et une politique budgétaire extrêmement expansive, accommodante, tout ça, ça fragilise quand même, ça rend assez artificiel en réalité. C'est ça la reprise. Mon point, c'est ça. C'est que évidemment, je vois bien qu'il y a un rebond de croissance. Tant mieux. Mais ce rebond de croissance, est-ce qu'il est durable ? Est-ce qu'on est sûr que les filières d'avenir, que les filières innovantes, que les filières stratégiques sont réellement en train de structurer l'économie nationale ? Je n'en suis pas totalement certain. Nicolas Bavrez l'expliquerait mieux que moi. Mais voilà, une bulle de croissance provoquée par des liquidités et par une politique budgétaire extrêmement extensive, ça fait pas forcément une puissance économique. Et donc, voilà, je me réjouis, moi, quand je vois des bons chiffres de conjoncture. Mais le vrai sujet, c'est un sujet d'affirmation de puissance économique structurelle. Et il y a plein de clignotants négatifs. Quand vous voyez l'état du déficit commercial, quand vous voyez que la puissance agricole de la France est en train de reculer, ça c'est un truc extrêmement important. Désormais, on est déficitaire, sauf sur l'agroalimentaire et sur les vins et spiritueux. Je dis ça comme des petites Bourgognes, mais sur tout le reste, on est devenu déficitaire au point agricole. Et je pourrais multiplier les exemples, les fragilités énergétiques aussi. Enfin bref. Vous rendez hommage au début du livre à toutes les Cassandres, comme on dit. Nicolas Bavrez, que vous venez de citer, mais aussi Raymond Aron et d'autres. Oui. Pourquoi aujourd'hui n'êtes-vous pas avec Zemmour ? Est-ce que c'est pas lui aujourd'hui la Cassandre ? Non, parce que, Cassandre, j'ai beaucoup de sympathie pour la princesse parce qu'elle est injustement moquée. En réalité, elle annonce elle aurait ce qui va se sauver passer. Voilà, elle aurait pu sauver Troie. Donc, faut toujours écouter Cassandre. En revanche, cette espèce de dépression antinationale qu'incarne aujourd'hui Éric Zemmour. Les passions tristes. Ouais, ça, je peux pas ça. Parce que, précisément, on s'engage en politique, pas pour mettre du sel sur les plaies de l'histoire, pas pour dire que c'était mieux avant. Non, on s'engage en politique pour construire une perspective. Et moi, je m'engage au cœur de la droite républicaine pour ce projet de réconciliation nationale. Et Zemmour, je ne parle pas du Zemmour qui était votre confrère, du Zemmour journaliste, du Zemmour écrivain, du Zemmour journaliste, mais Zemmour homme politique, Zemmour candidat à la présidentielle. Lui, il dresse un chemin qui, de mon point de vue, est une impasse pour la France et qui, loin de rassembler, de fédérer le pays, au contraire, aggraverait les fractures françaises et, à certains égards, accélérerait ce chemin que je ne veux pas, moi, vers la guerre civile. Page 69, vous montrez donc que l'engagé peut céder la place à l'enragé. Mais à quel enragé pensez-vous ? Pensez-vous que notre risque, c'est un mouvement des Gilets jaunes, mais qui aboutirait à renverser le pouvoir ? Ou bien plutôt la guerre civile que dépeint ou que craint Zemmour ? Le scénario de la guerre civile n'est pas complètement à exclure. Dans une tribune de Valeurs Actuelles en 2013, je l'avais un petit peu écrit. Je joue pas les Cassandres, mais je veux dire, on n'a pas attendu non plus les débats actuels. On voit bien qu'il y a des motifs de fracture, il y a une espèce de guerre des âges, de guerre des espaces, de lutte des classes, de lutte des pseudo-races, de lutte des sexes aussi à certains égards. Enfin, on voit qu'il y a une fracturation qui est très puissante. Moins qu'un renversement du pouvoir, je crains au fond un empêchement du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est très important pour le ou la présidente. J'espère que ce sera une présidente, Valérie Pécresse, au mois d'avril prochain. Le ou la présidente de la République devra avoir une très large majorité à l'Assemblée, bien sûr, mais aussi au fond une majorité sociale, une majorité territoriale, une majorité positive pour être capable de faire. Et ça, je pense que c'est vraiment le grand enjeu de ce rendez-vous de 2022. Il faut qu'on soit capable de construire une majorité de Françaises et de Français raisonnables qui sont ensuite capables de porter des projets positifs pour la France sans être au bout de 6 mois ou 8 mois empêchés par des gens qui se tapent sur la tête sur les ronds-points. L'empêchement, c'est pas seulement ceux sur les ronds-points. Les promesses de la candidate de droite, par exemple, sur l'immigration. Vous démontrez dans le livre qu'avec le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme et tous les textes juridiques, on ne peut plus rien faire en matière d'immigration, de regroupement familial, de droit d'asile. Eh bien, précisément, nous en avons pris conscience. Et à certains égards, d'ailleurs, les leçons du passé, des quinquennats précédents l'ont montré. Valérie Pécresse, comme d'autres, Michel Barnier avait aussi posé ce diagnostic. Et, dans l'équipe aujourd'hui de Valérie, Patrick Stefanini et d'autres, et puis votre service
serviteurs, on en a parfaitement conscience. Si nous voulons, pour de vrai, si j'ose dire, faire le job, si nous voulons réellement réduire l'immigration, si nous voulons réellement restaurer la sécurité publique, il faut qu'on fasse bouger un certain nombre de curseurs juridiques. Je prendrai juste 2 exemples. Nous voulons, par exemple, que les djihadistes sortant de prison, qui sont toujours évalués comme dangereux, nous voulons qu'ils puissent être enfermés, maintenus en rétention sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Nous voulons qu'ils soient mis en rétention judiciaire. Aujourd'hui, c'est impossible. Le Conseil constitutionnel s'y oppose. Donc, il faudra qu'on bouge un peu le curseur constitutionnel. Même chose sur l'immigration. Nous voulons réduire l'immigration, avoir donc un système de quotas, de files d'attente. Y compris le regroupement familial. Évidemment, pour ça, nous avons besoin de bouger le curseur constitutionnel, parce qu'aujourd'hui, vous avez une jurisprudence Badinter de 1993 et puis d'autres jurisprudences qui s'y opposent. En disant cela, Christophe Barbier, je ne dis pas du tout, c'est pas le discours d'Orban, je dis pas du tout, il faut fiche en l'air, les cours suprêmes, il faut tout supprimer. Je dis qu'il faut assumer un dialogue entre le pouvoir politique désigné par les citoyens et les juges. L'arbitre de ce dialogue, c'est le peuple. Absolument. Donc vous ferez beaucoup de référendums, c'est votre promesse à la fin du livre. Le référendum, c'est la solution. Oui, j'y suis venu, enfin c'est l'une des solutions, j'y suis venu d'ailleurs vraiment en réfléchissant, parce que spontanément, moi j'ai toujours une petite méfiance vis-à-vis de la tentation césariste dans l'histoire de France. Mais je crois qu'aujourd'hui, là, le référendum est l'un des outils. Avec à certains égards, c'est un peu un retour aux sources gaulliennes de la Ve République. On a besoin parfois d'avoir une scansion par le référendum pour que le peuple souverain tranche. On a aussi, le cas échéant, la voix du Congrès, comme vous le savez, avec l'article 89. En tout cas, il faudra qu'on procède à certains ajustements institutionnels, constitutionnels, réfléchis, raisonnables, naturellement. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais on a besoin de le faire pour que les citoyens comprennent que nos intentions vont être concrétisé. Et à certains égards, on a besoin de remettre le peuple au cœur du pouvoir pour que le peuple ne se révolte pas contre la démocratie. C'est pour éviter la menace populiste qu'on a besoin de remettre le peuple au cœur du pouvoir. Guillaume Larrivé, La Révolution inachevée aux éditions de l'Observatoire. Et en cela, on restera fidèle à 89, à 1789. Merci. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.